Good evening, and thank you for staying for the discussion. We're actually going to have Merci de rester pour cette discussion. Nous allons tenir d'ailleurs deux débats parce que les deux directeurs du débat sont présents. Donc je vais d'abord les faire monter, puis ensuite nous allons tenir une table ronde avec les trois invités qui étaient annoncés dans le programme. Et nous parlerons alors de à peu près tout, sauf de ce qu'on a vu dans le film. On parlera de l'hémisphère sud, des paysans, des fermiers dans le monde, mais d'abord, j'invite Melissa et Robert Kenner sur scène, réalisateur du film. Merci d'être là, les micros arrivent. Ce film arrive après un premier film qui a connu un grand succès que vous avez sorti en 2008. Ça fait longtemps déjà. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à ce sujet après si longtemps? Alors, au début, nous pensions que nous n'y reviendrions jamais. Nous sommes des réalisateurs, nous ne sommes pas spécialisés dans la question des films sur la nourriture. Mais lorsque la pandémie a frappé, nous avons été choqués par la brutalité du système qui abattait les travailleurs. Tout ce qui s'est passé aux États-Unis à cette époque était terrible aux États-Unis et partout dans le monde. Lorsque nous avons fait notre premier film, nous nous sommes rendus compte que les gens, pour eux, la nourriture comptait beaucoup et que cela les intéressait. Il y avait tout un mouvement de regain d'intérêt pour la nourriture aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde de manière générale. Et nous nous sommes dit que les choses changeraient. Mais nous avons réalisé que nous faisions face à des entreprises très puissantes. Et nous nous sommes dit que nous voulions en parler davantage dans ce film. C'est un film sur la nourriture, mais en réalité, c'est un film sur le capitalisme, les grandes corporations, en particulier aux États-Unis. Vous êtes allé à São Paulo et vous connaissez la situation en France et en Italie, mais aux États-Unis, c'est particulièrement prégnant. Comment est-ce que vous appréhendez cette question du capitalisme au-delà du capitalisme alimentaire et en quoi ces recherches ont changé votre façon de penser? Eh bien, à un certain niveau, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ces multinationales, dont beaucoup sont d'ailleurs basées en Europe, qui ne pensent qu'à leur profit. Et elles veulent générer des bénéfices. Elles ne pensent qu'à cela. Et du coup, la nourriture qu'elles produisent rend les gens malades. Ils tuent leurs clients, finalement. Mais ils veulent continuer à faire de l'argent. Donc d'un côté, oui, il y a les États-Unis, mais nous avons exporté beaucoup de choses. Et nous avons exporté ce système terrible. Espérons que ce film serve de mise en garde pour d'autres. C'est très intéressant parce que il y a eu des rires dans la salle lorsque vous avez montré le caractère absurde et grotesque des donuts, des burgers et des ailes de poulet, tout cela. Cela va envahir le reste du monde, n'est-ce pas, ces problèmes? Oui, tout à fait. Aux États-Unis, ce que nous espérons, c'est que les tentatives de procès antitrust autour des grandes entreprises de technologie, nous espérons que cela pourra s'appliquer à la nourriture également. Aux États-Unis, ils souhaitent exporter au maximum, exporter aux derniers confins de partout, même au Brésil. Vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment frappée. Moi, je n'avais jamais envisagé les choses comme cela. Alors ici, je paraphrase, mais vous vous attendiez à des réactions au film, et une des réactions, cela a été que les dirigeants de ces entreprises se considèrent comme des héros du système alimentaire. Ils ne se voient pas comme des créateurs de problèmes, ils se voient comme des héros parce qu'ils apportent des calories peu chères aux gens.
C'est complètement l'inverse de ce que nous, ici, dans cette salle, voyons lorsque nous voyons ce film. Eh bien, tout cela remonte à 2008. Ces entreprises, à l'époque, ce qu'elles faisaient, c'était vendre des calories au coût le plus bas et elles avaient vraiment l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Et un jour, on a commencé à regarder ces calories, regarder un peu plus en détail, et on s'est rendu compte qu'elle créait un problème de santé publique majeur dans l'État de l'Iowa. On ne peut plus nager dans les rivières. Lorsque j'ai montré le film en Angleterre, on m'a dit: «Oh, mais ça n'arrivera jamais ici». Et pourtant, si les pratiques de travail euh, arrivent en Europe, Monsanto est là, et petit à petit, toutes ces pratiques vont s'immiscer en Europe. Mais le secteur alimentaire est plus prudent dans sa réponse maintenant, les réponses sont plus sophistiquées aux critiques et ils essayent de jeter un voile sur le problème. Ils disent qu'ils peuvent produire de la nourriture avec moins de sel, mais ils n'arrivent pas à produire des choses qui ne sont pas extrêmement transformées. Maintenant, le message, c'est de dire que les aliments ne sont pas si transformés que cela, ou que les aliments transformés ne sont pas une mauvaise chose. D'accord, donc cette nouvelle vague de nouveaux produits ultra transformés ne fait que déplacer le problème. Une des choses que le film ne dit pas clairement, mais semble indiquer, c'est le fait qu'on pense souvent que les aliments transformés sont très peu chers et que ce sont des gens qui ne peuvent pas se permettre mieux qui les achètent. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, 50% des calories consommées aux États-Unis sont ultra transformées. Donc cela veut dire que même des gens qui peuvent se permettre d'autres aliments les achètent, n'est-ce pas? À tout le monde en achète. Il n'y a pas de groupe en particulier qui en achète. C'est vraiment quelque chose que l'on voit partout. Ça a, ça a été une vraie surprise en 2008 parce que on parlait de la manière dont ces aliments étaient ciblaient les personnes pauvres qui ne pouvaient pas se permettre autre chose. Mais maintenant, on voit que les entreprises ciblent également les gens qui ont de l'argent. La nouvelle génération est prête à acheter des choses que l'on mange rapidement. Oui, c'est pratique. C'est pratique, oui, et c'est quelque chose dont on devient plus ou moins dépendant au bout d'un moment. Mais une fois que l'on comprend ce que ces aliments font à notre cerveau, et on se rend compte qu'on ne peut plus s'arrêter de les manger une fois qu'on commence. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument terrifiant. Vous verrez, quand cela arrivera dans votre pays, les gens vont se mettre à vouloir en consommer. À la fin du film, vous suggérez le fait que la technologie va apporter des solutions. La viande de laboratoire, les produits végétaux, les protéines végétales. Est-ce que vous avez vraiment confiance en la technologie? On pensait que le film était moins tranché que cela, parce que nous n'avons pas beaucoup confiance en la technologie. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ne figurent pas dans ce film, mais qui pourront être rajoutées. C'est lorsque Michael mangeait cette viande de laboratoire, eh bien cette viande ne venait pas de l'usine que l'on voyait. C'est une viande qui est faite à la main. Et c'est un processus qui coûte des milliers de dollars. Ce n'est pas du tout durable et on n'est pas du tout là où ils essayent de nous faire croire qu'ils sont. Et les burgers, les produits ultra transformés qui sont faits à partir de produits OGM, eh bien, notre avis, c'est que les gens devraient manger autre chose. Nous ne sommes pas du tout en train de dire que c'est la solution. Mais il faut manger moins de viande et c'est un véritable problème, la viande, pour le climat. Peut-être une dernière remarque. Ici, vous avez fait une campagne d'impact autour du film. Le film, c'est un outil en soi, mais aussi un outil pour parler d'autres choses. Comment est-ce que vous projetez d'utiliser ce film pour créer de l'impact? Eh bien, nous allons montrer le film à Washington. L'idée est de le montrer à des décideurs politiques.
pour faire appliquer ces lois antitrust, eh bien, il est possible que nous devions nous opposer à de grandes entreprises, de grandes corporations, empêcher des fusions. Et il y a aussi la question des droits des travailleurs. Je crois qu'en Europe, vous devriez avoir des étiquetages aliments ultra transformés. Ce serait déjà un très bon début et ce serait aussi une reconnaissance de vos travailleurs agricoles, travailleuses agricoles en Europe. Peut-être qu'il y a des gens dans l'audience qui seraient capables d'organiser cela. Eh bien, c'est la première fois que ce film est projeté en Europe. Il a déjà été projeté aux États-Unis, mais il n'est pas encore sorti. Il le sera dans 3 à 4 semaines, je crois. Oui, il sera projeté le 9 avril dans une centaine de cinémas aux États-Unis. Et ensuite, il sera disponible à la demande le 12. Puis notre distributeur Dog Wolf le distribuera en Europe. Très bien, merci. Bonne chance pour le lancement du film et merci beaucoup d'être venu au festival. And so we have 3 invitees for the... Nous avons à présent 3 invités pour cette discussion. La première est Rupa Mukherjee. Elle travaille dans une ONG suisse, Helvetas, qui a sponsorisé la projection d'aujourd'hui. Elle est scientifique et elle a été autrice principale des 5e et 6e rapports d'évaluation du GIEC. Elle a participé aux conférences sur le climat. Chez Helvetas, elle s'intéresse au système alimentaire et au changement climatique dans le sud mondial. Bienvenue. Des Philippines, nous avons Louise Mabulo, qui est fondatrice du Cacao Project. Elle s'intéresse aux moyens de subsistance durable et aux paysans à petite échelle. Bienvenue Louise. Et notre 3e invité, George Monbiot du Royaume-Uni, qui est éditorialiste pour le Guardian et qui est écologiste. Il a publié un livre récemment qui s'appelle Regenesis, Nourrir le monde sans dévorer la planète. Bienvenue. So, as I said before, we're gonna... Très bien, alors comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons essentiellement parler de choses qui n'ont rien à voir ou qui n'étaient pas dans le film. Mais pour en terminer avec le film, je vais vous demander vos réactions. Tout d'abord, lorsque vous voyez un film comme ça, l'exploitation des travailleurs en Floride, dans les usines, des supermarchés, des champs à perte de vue, qu'est-ce qui vient à l'esprit, à votre esprit, alors que vous travaillez sur le Sud mondial? Tous les sujets traités dans le film résonnent pleinement avec moi dans le cadre de mon travail sur le Sud mondial, mais aussi les politiques sur lesquelles nous travaillons. Au cœur même du bien-être humain se trouve la capacité à avoir accès à des aliments sains de façon continue et le droit à une vie décente. Et ces 2 éléments se réunissent dans la façon dont fonctionne notre système alimentaire. Je comprends pleinement les conditions d'exploitation, de travail, d'exploitation qui existent sur ces exploitations agricoles. On se souvient, pendant la pandémie, des travailleurs d'Europe orientale ne pouvaient pas venir en Europe occidentale. Il n'y avait pas de récolte possible. Il n'y avait pas suffisamment de travailleurs locaux disposés à s'acquitter de ces tâches. C'est donc quelque chose que nous connaissons et ça se passe près de chez nous.
Louise, eh bien, moi, je trouve que c'est incroyable de voir un système aussi complexe et à portée aussi large, traité de façon aussi détaillée. On connaît le système, mais c'est intéressant de le voir à grande échelle comme ça. George, nous allons parler du reste tout à l'heure, mais juste pour en terminer avec le film, la fin de votre livre est semblable à la fin du film. On discute de possibilités de diversifier les sources de protéines. Alors, je sais que vous ne croyez pas vraiment à la viande de laboratoire, mais dans votre livre, vous parlez d'une entreprise européenne qui a une autre approche par rapport à ces protéines. Oui, il s'agit de fermentation à précision. Il s'agit de multiplier les microbes comme source alimentaire. Un certain nombre d'entreprises s'y intéressent. Certaines sont prêtes à démarrer la production, mais sont dans l'attente de l'approbation, l'homologation. Il y a aussi le lobbying qui ralentit la procédure. Mais il s'agit néanmoins d'une approche novatrice. Les microbes ont beaucoup de nutriments et nécessitent très peu de ressources. On peut aussi les produire où qu'on se trouve dans le monde et avec très peu d'électricité, ce qui pourrait assister certains pays qui dépendent grandement des importations, tout simplement parce qu'ils n'ont pas suffisamment de terre ou d'eau pour faire pousser leurs propres aliments sans devoir compter sur d'autres pays pour leurs protéines. Ils pourraient devenir plus indépendants, plus souverains sur le plan des aliments qu'ils ne le sont actuellement. George, alors maintenant, intéressons-nous au système alimentaire mondial. Je me souviens dans une discussion TED, vous avez dit que la pire chose que nous ayons faite à la planète, c'était l'agriculture. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce concept qui me semble un peu radical? Oui, cela peut paraître radical. Nous critiquons toutes les autres industries, mais nous rechignons à critiquer l'impact écologique, environnemental de la production alimentaire. Nous avons besoin de l'agriculture. L'agriculture est une industrie ancienne. Nous avons donc du mal à la critiquer. Malheureusement, c'est la principale cause de la destruction d'habitats, de déforestation, de perte de biodiversité, de disparition des espèces, d'utilisation d'eau potable, d'eau fraîche, et d'ailleurs l'une des principales causes de la pollution de l'eau, de l'air et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand vous réunissez tout cela, c'est la pire industrie de toutes. Et un des aspects, à savoir l'élevage, joue un rôle prépondérant et son impact est comparable à celui du secteur de l'industrie fossile. Je reviendrai vers nos autres invités, mais une dernière question. Dans le film, on parlait de la façon dont certains dirigeants dans l'industrie agroalimentaire ont l'impression de jouer le rôle de héros parce qu'ils proposent une quantité importante de calories à un grand nombre de gens. Ce qui m'a fait penser à l'idée selon laquelle les aliments sont une sorte de contrat social. Alors, il existe un conflit. Les aliments ne coûtent pas suffisamment pour que les agriculteurs puissent produire des aliments sains et les gens ne peuvent pas manger sainement non plus. Aujourd'hui, les prix augmentent. Ils ont diminué depuis les années 60 jusqu'en 2014. En 2015, la tendance s'est inversée. Aujourd'hui,
aujourd'hui, ça s'accélère et on a déjà perdu une décennie de progrès. On se retrouve à peu près au niveau de 2013, au niveau de la malnutrition chronique. C'est une situation extrêmement dangereuse et c'est essentiellement dû au prix des aliments. Les aliments sont trop chers pour une grande partie de la population et les aliments sains sont encore plus chers. Pour manger sainement et de façon équilibrée, il faudrait dépenser 5 fois plus que pour avoir un régime qui est adéquat au niveau des calories. Donc, il y a un conflit qu'il est difficile de résoudre. Alors, je pense qu'il y a quelques solutions. Ensemble, à l'échelle mondiale, nous dépensons entre 500 et 600 milliards de dollars en subventions agricoles et une grande partie de ces subventions sont gaspillées. Elles servent à appuyer les gros agriculteurs à faire des gains disproportionnés, ne nous aident pas et n'aident pas non plus le prix des aliments. On pourrait cibler certaines de ces subventions pour réduire le coût des fruits et des légumes au point de vente. Pour mon pays, le Royaume-Uni, si nous étions en mesure de diminuer de moitié le prix des fruits et des légumes en les subventionnant au point de vente, donc en réduisant le prix que payent les consommateurs sans toucher le prix qu'obtiennent les agriculteurs et qu'on augmentait la consommation des fruits et des légumes, le coût serait 3 milliards de dollars par année, ce qui peut sembler beaucoup, mais c'est très peu quand on songe au coût pour les services de santé à cause des régimes, causés par les régimes des populations, et c'est très peu quand on pense aux subventions énormes qui ne bénéficient à quasi personne, mis à part une poignée d'agriculteurs. Donc, je crois qu'il faut qu'on veille à changer la façon dont l'argent est dépensé dans le système. Il faudrait une révolution. Louise, alors tout à l'heure, vous avez dit le système alimentaire mondial ne fonctionne pas ou son objectif n'est pas de nourrir les gens. C'est fondé essentiellement sur le commerce, sur la circulation des aliments, sur le transport. Les pays produisent, il y a d'énormes récoltes et puis ils importent par la suite. Merci de cette question. Oui, les systèmes alimentaires aujourd'hui ne sont pas pensés pour permettre aux agriculteurs de bien travailler ni aux gens de s'alimenter sainement. Ils dépendent de chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes. Moi-même, je travaille dans le cacao. Les gens font pousser des arbres de cacao et ne voient jamais le chocolat. À l'autre bout, il y a les consommateurs qui achètent la plaquette de chocolat et qui n'ont jamais vu un cacaotier. Donc, il y a des mondes qui sont complètement isolés, séparés, ne se voient jamais et ce système ne bénéficie à personne. Ce qui est déroutant parce qu'en consommant, nous dégradons l'environnement, on ne réfléchit pas à la provenance de ces aliments et on voit le pendant de ce système qui concerne aussi l'aspect gardiennage des terres. C'est ce qu'on voyait dans le film et on l'a vu aussi dans la pandémie. La production peut être locale, on peut acheter local quand on n'a pas le choix. Merci. Alors, le cacao, justement, on a vu une explosion des prix récemment, même en Suisse, le chocolat devient de plus en plus cher. Mais les agriculteurs ne s'enrichissent pas pour autant. Non, pas du tout. Le prix du cacao. Alors, il y a bien entendu toute une série de facteurs. C'est de l'économie, mais c'est aussi sur Bloomberg. Les agriculteurs ne savent pas se renseigner. Je leur ai dit, mais vous savez, on peut aller sur Bloomberg et on peut se renseigner sur le prix du cacao. Et les agriculteurs n'en avaient pas la moindre idée. Ils n'étaient pas au courant du fait que les prix étaient disponibles sur Bloomberg. Alors après, il y a le transport, les itinéraires utilisés,
et bien d'autres facteurs ont un impact sur le coût du chocolat, bien plus que le prix du cacao à la base. Merci. Ruba, vous et votre équipe, vous travaillez dans plus de 30 pays, si mes souvenirs sont bons. Y a-t-il une géographie du système alimentaire? Et y a-t-il des régions où les choses fonctionnent mieux, d'autres régions où c'est catastrophique? Quelle est la géographie du système alimentaire mondial? Eh bien, dans un contexte où il y a une bonne gouvernance et où les gens peuvent influencer les politiques alimentaires, je pense que la transformation du système est bel et bien possible. Ça s'est déjà produit et cela nous donne beaucoup d'espoir. Je l'ai vu dans des régions où il y avait des subventions qui avaient un effet de distorsion sur les prix et sur la production des agriculteurs. Je pense au millet et au riz. Le riz consomme énormément d'eau alors que le millet a bien plus de nutriments et peut pousser facilement dans un plus grand nombre de régions tout en permettant aux femmes de travailler dans les champs. Un certain nombre, malheureusement, pardon, le millet ne faisait pas partie du protocole d'achat du gouvernement. Cela peut avoir une influence sur bon nombre de différents secteurs de la société, la bonne gouvernance étant absolument indispensable. L'un des arguments avancés en faveur d'un système interconnecté et de la mondialisation du système alimentaire, c'est la sécurité alimentaire. La spécialisation de la production contribue à la sécurité alimentaire. Et pourtant, des centaines de millions de personnes sont toujours sous-nourries. Il y a des crises alimentaires de partout, occasionnellement. Vous savez, cette conviction selon laquelle il est nécessaire de globaliser les chaînes alimentaires mondiales pour pouvoir avoir accès à des produits peu chers, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Il y a un nombre énorme de personnes qui sont obèses. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Tout cela montre bien que cette approche n'a pas fonctionné. Il y a de grandes sociétés transnationales consolidées qui font des profits astronomiques. Et nous faisons tous partie de ce système quelque part. C'est un système qui sert différents intérêts. Mais lorsque vous avez tant de pouvoir concentré dans si peu de mains, cela a des conséquences sur beaucoup de choses. Les médias, les politiques, la sphère politique, les lobbies. Donc, ce sont des problèmes systémiques graves qu'il convient d'examiner en détail et de remettre en question. Mais comment est-ce qu'il faut voir les choses ici? Est-ce que ce serait des systèmes alimentaires régionaux la solution, des systèmes alimentaires nationaux? Eh bien, j'ai beaucoup de sympathie et de compréhension pour ce qui est du concept de souveraineté alimentaire. Chacun doit être en mesure de choisir quels aliments il souhaite manger, où ces aliments d'où ils proviennent et si les paysans qui les cultivent sont bien traités. Et tout cela est lié aux subventions notamment. Ces subventions qui apportent des distorsions au système de production. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que nous ne sommes pas suffisamment sages pour prendre la bonne décision? Moi, je pense qu'il faut revenir à quelque chose de proximité, prendre des décisions au plus près de nous-mêmes. George, une question sur la sécurité alimentaire, mais je vais essayer de formuler cela différemment. Est-ce que nous sommes naïfs ici? Parce que le film nous a montré que les systèmes alimentaires sont complètement brisés, il y a de l'exploitation à tous les niveaux.
Tout cela est contrôlé par le business agroalimentaire, mais pour faire les choses bien, ne faudrait-il pas changer la donne? Mais quelque part, nous avons cette tendance d'avoir cette vision romantique des pâturages, des agriculteurs. Comment changer la donne sur le plan mondial? Merci Bruno pour cette question. C'est une excellente question. Je suis tout à fait d'accord avec ce film et avec ce qu'ont dit Louise et Rupa. Si on peut localiser la production, il faut la localiser. Mais malheureusement, tout ne peut pas être localisé. Beaucoup de gens dans le monde dépendent des importations alimentaires. Une étude a été faite et montre que la distance la plus courte sur la base de laquelle on peut s'approvisionner en céréales, c'est 2000 km. Il y a les steppes de Russie, l'Ukraine, le Brésil, qui sont des pays producteurs, et toutes ces récoltes sont exportées partout dans le monde. Nous ne vivons pas tous dans des arrière-pays, nous vivons dans des grandes villes, et beaucoup de pays n'ont pas suffisamment de terres, très certainement pas suffisamment de terres arables fertiles, ni suffisamment d'eau pour faire pousser ces récoltes là où elles sont consommées. Et cela nous met devant un dilemme très difficile parce que beaucoup de gens dans le monde restent dépendants des importations, même si nous changeons le système, simplement parce qu'ils vivent là où on ne peut pas faire pousser des récoltes. Donc, quoi qu'on fasse, c'est un problème qui va subsister. Lorsque vous avez de très longues distances de transport, eh bien, c'est une situation de concentration de corporations. Nous nous retrouvons avec 4 corporations qui contrôlent 90% du commerce des céréales. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est très dangereux. Cela crée une instabilité systémique pour ce qui est du système alimentaire mondial. Exactement comme le système financier est devenu de moins en moins résilient, et ce qui nous a amené à la crise de 2008. Ici, la chute d'une de ces corporations pourrait entraîner des effets en cascade qui pourraient faire s'effondrer l'intégralité du système céréalier mondial. Le monde a réussi à sauver le système financier en générant des futurs, mais ce n'est pas possible avec le système alimentaire. Donc, nous sommes dans une situation très délicate. Il faut être conscient du fait que énormément de gens, et de plus en plus de gens d'ailleurs, vivent là où on peut planter des récoltes, mais une partie importante également vivent là où on ne peut pas. Il est donc essentiel de démanteler ces corporations pour rendre les récoltes beaucoup plus justes, beaucoup plus distribuées et faire en sorte de ramener de la justice et de l'équité dans le système et aussi le rendre plus résilient. Louise, regardons ce qui se passe au niveau local. Parlons un peu des familles de paysans avec lesquelles vous travaillez aux Philippines. Vous nous parlez d'une centaine de familles à ce stade. Beaucoup de familles ont reçu des terres du gouvernement ces dernières années, mais elles n'ont pas été formées à l'agriculture, elles ne sont pas compétentes, elles n'ont pas les technologies. Donc, comment est-ce que vous faites pour travailler avec ces paysans? Merci beaucoup pour cette question, Bruno. Avec la réforme agraire des Philippines, cette réforme agraire date de l'époque des coloniales qui a donné des terres aux paysans. Mais si on donne des terres à des gens qui ne savent pas la travailler, c'est compliqué. Certaines terres ont été vendues pour des constructions et d'autres sont laissées en jachère. Notre objectif avec mes paysans qui cultivent du cacao, c'est de vraiment maximiser l'usage des terres, sans pour autant mécaniser. Nous voulons maximiser. Nous les formons pendant des mois
Nous leur montrons comment on peut transformer des monocultures en agroforêt, ce qui apporte différents services économiques. L'idée est qu'ils comprennent la valeur de ce qu'ils font. Ils plantent pour survivre, pour gagner de l'argent, mais ils plantent également d'autres choses. Ils peuvent faire des paravents, ils peuvent faire planter des plantes qui font de l'ombre. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Parce qu'on parle beaucoup d'agriculture à très haut niveau, mais on oublie au bout du compte que ce sont des gens qui travaillent au quotidien et qui essayent de gagner l'argent de leur prochain repas. Il faut bien comprendre qu'ils jouent un rôle important dans la manière dont la nourriture est produite. Donc nous essayons de les former à partir du moment où ils plantent l'arbre, le regardent grandir jusqu'à ce que cela crée une agroforêt et que les récoltes se retrouvent dans l'assiette. L'idée, c'est que ces gens puissent comprendre à quoi ressemble le système de la fourche à la fourchette. Ce qui m'impressionne toujours avec les paysans de l'hémisphère sud, c'est à quel point ils sont invisibles. Ils sont présents dans nos petits déjeuners, déjeuners et dîners, mais leur réalité est invisible. Comment leur donner de la visibilité? Eh bien, lorsque vous êtes dans votre supermarché, épicerie, et que vous prenez un produit sur un rayonnage, vous pensez au travail, à la production, mais vous n'imaginez pas dans votre tête le visage de la personne qui a produit ces denrées. Vous ne pensez pas à la déforestation, vous ne pensez à rien de tout cela. Il y a la psychologie alimentaire et l'étiquetage, on en a parlé, mais il faut que les consommateurs soient conscients. La première chose, c'est que le produit qui est mis en visibilité sur les rayonnages, c'est le moins cher. Il faudrait que ce soit l'inverse, que ce soit la version la plus écologique qui soit la mieux visible. Ensuite, si le consommateur est quelqu'un qui prend l'environnement au sérieux, il regarde sur l'emballage d'où vient le produit. Est-ce que c'est sourcé localement? Est-ce que cela vient d'une exploitation agricole qui respecte les normes du travail? Parce qu'en tant que consommateur, on ne peut pas vouloir promouvoir des pratiques de travail non éthiques. Donc il y a beaucoup de choses du côté du consommateur, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites par les entreprises pour les produits qui sont mis en vente. Vous avez parlé de la chaîne logistique mondiale du cacao. Vous essayez de rapprocher les producteurs du produit fini, n'est-ce pas? Comment est-ce que cela se passe concrètement? Eh bien, avec l'industrie du cacao, comme je vous l'ai dit, ce cacao est envoyé des Philippines notamment jusqu'en Suisse. L'idée, c'est de ramener la valeur de production sur la ferme. Donc, nous transformons le cacao et nous en faisons des barres de chocolat sur place. Cela permet de faire en sorte que le produit fini est accessible aux paysans. Ils peuvent décider où il sera vendu, ils ont plus d'autonomie, ils peuvent décider, ah bien ça, je veux le vendre localement, je veux le vendre à tel prix, je veux que les membres de ma communauté puissent avoir accès à cette ressource. Et ils peuvent également décider à quel moment dans la chaîne de valeur ils souhaitent vendre le produit. Donc, ils ne dépendent pas des courtiers ni des décideurs politiques. Ils peuvent décider quand ils vendent le produit et prendre cette décision eux-mêmes plutôt que d'attendre qu'on leur dise quoi faire. Rupa, George a parlé de la distance entre les villes et l'endroit où les denrées sont produites. Une tendance aujourd'hui, c'est l'agriculture urbaine, en particulier dans l'hémisphère sud. Les gens de plus en plus vivent dans des villes, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes. Et cette tendance ne fait que s'accélérer. Il en résulte que la pauvreté devient un phénomène urbain. Il y a de moins en moins de paysans, d'exploitants agricoles pauvres. Comment est-ce que votre équipe travaille là-dessus? Eh bien, c'est quelque chose que j'ai constaté il y a une vingtaine d'années en travaillant dans les bidonvilles. Il y a
en Inde et j'étais choquée de voir le nombre de personnes obèses dans les bidonvilles. Je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce qu'il se passe? Les gens doivent acheter à manger parce qu'ils n'ont pas de temps. Les femmes commencent à travailler très tôt le matin. Donc les gens achètent à manger, ils achètent de la nourriture de très mauvaise qualité. Et les données maintenant nous montrent qu'il y a beaucoup de diabète de type 2 dans les bidonvilles urbains. C'est même une des prévalences les plus élevées. Et ce que nous faisons dans notre initiative, c'est nous travaillons avec les municipalités parce que les municipalités sont vraiment préoccupées. C'est leur domaine de compétence, la santé publique, ce genre de choses. Donc nous avons un partenariat avec les mairies des villes moyennes, parce que les grandes villes, elles ont l'argent, elles ont la visibilité, elles sont au courant du problème. Mais les villes moyennes, par exemple au Bangladesh ou en Tanzanie, nous travaillons avec elles et nous travaillons avec la ville de Zurich pour un échange. Les connaissances vont dans les deux sens. Et nous travaillons avec toutes les parties prenantes de la ville, les écoles, pour amener de la bonne nourriture dans les cantines. Nous travaillons avec les vendeurs de nourriture parce que ceux qui n'ont pas assez de temps pour cuisiner vont acheter. Et nous utilisons des ingrédients produits de manière hygiénique. Nous travaillons avec les gens qui vivent dans les bidonvilles pour voir comment nous pouvons optimiser le peu de terrain auquel ils ont accès pour faire de la culture de légumes. Et c'est une excellente chose parce que c'est la première génération de résidents de ces bidonvilles étaient auparavant des paysans. Mais ils n'ont pas accès aux semences, ils n'ont pas accès à beaucoup de choses. Donc ce que nous faisons, eh bien, c'est que nous jetons des ponts et nous facilitons tout cela. À Helvetas, nous contribuons beaucoup à cela. Nous sommes limités dans nos capacités, mais nous travaillons avec beaucoup d'autres entités. Et je trouve que ce travail est vraiment très inspirant. Et c'est un hasard que vous ayez travaillé avec la ville de Zurich ou c'était un appel ou est-ce que c'était un choix et est-ce que vous souhaiteriez que Genève fasse la même chose? Nous aimerions avoir des partenariats avec beaucoup d'autres villes, mais nous avons travaillé pendant 2 ans à Zurich et nous avons beaucoup parlé avec les gens sur place. Et puis il s'est trouvé qu'il y a eu des ressources à investir, donc nous y sommes allés et nous avons lancé ce partenariat. Nous avons réuni les maires de ces villes avec le maire de Zurich et avec l'équipe technique qui s'intéresse aux questions alimentaires à Zurich. Et il y a vraiment eu un échange. Chacun a appris les uns des autres et nous adorerions faire cela avec Genève, avec Lausanne, avec toutes les villes qui sont volontaires. Très bien, donc c'est un appel à contribution. George, vous avez listé différentes conséquences de l'agriculture. Il y en a une dont le film ne parle pas vraiment, c'est l'eau. L'eau, ça devient un problème crucial et urgent. Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'eau? Eh bien, en 2017, un article a été publié sur les projections alimentaires et la quantité de nourriture à produire pour pouvoir répondre à la demande. Mais la question, c'est de savoir combien d'eau serait nécessaire. Eh bien, l'article nous dit que cela demandera 146% d'eau en plus. C'est-à-dire qu'il va falloir mobiliser 146% d'eau de plus qu'aujourd'hui, alors qu'il y a des régions du monde qui sont presque à sec. L'endroit le plus à risque, c'est la vallée de l'Indus, où le bassin versant est partagé par 3 centrales nucléaires. C'est une région très instable, beaucoup de pauvreté, beaucoup de faim. Il y a un traité des eaux de l'Indus entre l'Inde et le Pakistan pour la division des eaux, mais il n'y a rien dans ce traité pour la situation où l'eau viendrait à manquer. Donc ces dernières décennies, il y a eu des crues de l'Indus parce que les glaciers de l'Hindu Kush et de l'Himalaya fondent. Mais bien sûr, cela ne va pas durer éternellement. Au bout d'un moment, on va atteindre un plafond, puis cela commencera à décroître. En même temps,
à la fois l'Inde et le Pakistan utilisent de plus en plus d'eau pour irriguer les cultures, pour l'industrie, pour l'usage domestique, même si la majorité de l'eau utilisée est destinée à l'agriculture. On parle de 90%. Mais très clairement, tout cela n'est pas durable. Cela ne peut pas continuer comme cela. Et on dit même que le conflit au Cachemire, c'est une guerre par procuration. En fait, c'est un véritable conflit pour l'eau. Cela nous donne une idée des conflits qui pourraient survenir dans les années qui viennent et décennies qui viennent. Mais il y a beaucoup de situations similaires dans le monde. La principale crainte aujourd'hui, c'est que beaucoup des ressources en eau se tarissent. Les fleuves n'arrivent plus jusqu'à la mer. Beaucoup d'aquifères sont à sec. Et on voit maintenant des sécheresses éclairs. C'est lorsque l'humidité du sol disparaît subitement, ce qui contribue à la surchauffe du sol. Davantage de transpiration, d'évaporation, les sols perdent toute leur humidité, ils sèchent et ces circonstances locales de sécheresse augmentent les températures ambiantes et très rapidement, toute une région peut devenir un désert et c'est ce que l'on voit de plus en plus avec la crise climatique. Donc, d'un côté, nous avons de plus en plus de demandes d'eau et de l'autre, l'eau qui se fait de plus en plus rare. Et cela ne va pas finir bien. Nous devons changer de manière radicale notre approche d'utilisation des eaux. Il faut que nous soyons de plus en plus efficients dans notre gestion des eaux. Parce que si nous sommes plus efficients, eh bien, nous pourrons répondre à nos besoins, notamment pour l'irrigation. C'est tout le paradoxe, parce que si l'eau est moins chère, eh bien, on peut irriguer de plus grandes étendues de terre, mais si l'eau est plus coûteuse, alors les paysans vont changer leur récolte. Il est important que les agriculteurs fassent cela comme cela, qu'ils passent à des cultures qui demandent moins d'eau. Alors, c'est pas du tout facile, mais c'est beaucoup plus facile, très certainement, que de vivre dans un monde où il n'y a plus d'eau. Je vais me tourner vers la salle dans quelques minutes, mais avant cela, j'ai quelques questions complémentaires que je souhaitais vous poser. George et Rupa, que pensez-vous des manifestations des paysans de ces 6 derniers mois en Europe? Une réaction? Georges d'abord et ensuite Rupa. Oui, alors il y a des raisons tout à fait valables pour organiser ces manifestations. La part très basse des bénéfices que reçoivent les paysans, les supermarchés, notamment les grandes entreprises, ont une part bien plus importante. Les agriculteurs sont souvent exclus de la chaîne alimentaire aussi. Ce sont des raisons tout à fait valables, mais les manifestations ciblent surtout les mesures environnementales de protection de l'environnement. Les paysans luttent contre les tentatives de limiter les pesticides, l'émission de gaz à effet de serre et ainsi de suite. Et malheureusement, les gouvernements européens et la Commission européenne sont en train de dire eh ben, OK, parfait, on ne va pas les imposer, mais on ne peut pas se permettre d'agir comme ça. Nous sommes dans une situation d'urgence, une urgence climatique. Nous devons, avec urgence, modifier nos habitudes et l'impact sur l'environnement. Et c'est essentiellement un impact qui est dû à l'agriculture. Au premier signe d'une manifestation par des paysans, eh bien, le gouvernement baisse les bras. Les militants, eux, dès qu'ils se rendent dans la rue, eh bien, sont jetés en prison. Les agriculteurs, eux, créent des incendies, utilisent des tags sur les murs, sont violents et eux, il ne leur arrive rien. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures. Rupa, les manifestations existent aussi en Inde
comment les interprétez-vous? Alors, il y a ceux qui produisent les aliments et les grandes entreprises que vous avez évoquées. Il y a aussi les petits paysans. Vous avez parlé des questions liées à l'eau. Les réformes, pardon, sont absolument indispensables. Les choses sont en train de s'effondrer en Inde. Les institutions sont en train de s'effondrer. Il y a une trop grande utilisation des fonds publics qui nécessite une réforme qui sera fondée sur des conversations entre adultes. Ce qui fait défaut, c'est des dirigeants capables d'analyser les problèmes dans toute leur complexité. De nombreux dirigeants de ces groupes soi-disant d'agriculteurs n'ont jamais travaillé comme agriculteurs et ne proviennent pas de familles d'agriculteurs. Ils sont en train d'être instrumentalisés dans le cadre de débats qui sont préjudiciables pour l'agriculture. Je constate des parallèles constamment entre ce qui se passe ici et ce qui se passe en Inde. Louise, j'ai vu que vous opiniez du chef. Qu'avez-vous à dire? Eh bien, oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je crois que nous ne sommes pas en train d'analyser les différentes croisées de chemin suffisamment. Dans les Philippines, il est difficile de parler du changement climatique quand les gens sont proches de la famine. Les gens ont faim et ils ne s'intéressent pas au changement climatique. Les agriculteurs bénéficieraient d'une nouvelle approche, de nouvelles discussions. Il s'agit de leur parler des avantages économiques qu'il y a à changer l'agriculture. Nous aurons besoin de 70% d'aliments en plus d'ici 2050. Et pourtant, nous n'avons plus, d'après la FAO, qu'une soixantaine d'années de culture à disposition. Dans le sud, dans l'hémisphère sud, la solution, c'est l'agriculture régénératrice. Peut-être que la solution serait de faire marche arrière, chercher à comprendre comment nous pouvons agir en harmonie avec la nature, enrichir la terre grâce à une agriculture qui est consciente de l'aspect biologique, être conscient, par exemple, des pollinisateurs, de l'utilisation des insecticides et il existe de nombreuses solutions depuis des années dans nos cultures avant l'arrivée de ces grosses entreprises, de ces multinationales. Très bien. Alors maintenant, nous allons nous tourner vers le public qui a sans doute des questions. Nous avons une association qui est présente, qui défend les droits des paysans. Vous êtes là, devant. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Une question, un commentaire? Merci beaucoup de l'occasion qui nous est donnée de nous exprimer. Je crois que ce film est très important. Il nous montre les inconvénients des systèmes agricoles. Il y a bien d'autres types de systèmes, les systèmes indigènes, entre autres. Et de nombreuses entités ont critiqué le système alimentaire industriel, mais nous avons besoin de plus de films et d'ouvrages de ce genre pour nous expliquer le pourquoi de ces critiques et pourquoi il faut critiquer ce système. Il y a aussi les aspects culturels, sociaux et spirituels des aliments qui ne sont peut-être pas présents dans les laboratoires qui vont créer ces nouvelles protéines et qui seront gérées sans doute par de grosses multinationales.
Ensuite, il y a les paysans. Je songe notamment à la Via Campesina. C'est l'association, l'organisation la plus importante de paysans à l'échelle mondiale qui travaille sur les solutions. Ce colonialisme du système alimentaire mondial est problématique. Ils ont proposé une déclaration sur les droits des paysans avec un certain nombre de solutions. Une transition vers l'agroécologie comme modèle pour changer les rapports de pouvoir, notamment au niveau des grosses multinationales. Il serait intéressant de créer un lien entre ce film et le mouvement des paysans. Le mouvement des agriculteurs n'est pas homogène. Il y a ceux qui s'opposent à la transition, mais il y en a bien d'autres, notamment dans l'hémisphère sud, mais aussi dans l'hémisphère nord, qui proposent d'autres types de changements. Les changements nécessitent du temps et une transformation sociale, bien entendu, et ce film pourrait les aider. Je terminerai en disant que même si vous dites que les aliments ultra transformés sont moins chers, ce n'est pas vrai. Le prix de chaque aliment est moins élevé, certes, mais le coût pour la société est bien plus élevé. C'est une idée que nous utilisons dans le cadre de notre plaidoyer. Je vous remercie. Louise, je vais vous demander de réagir. Louise est une chef. Elle cuisine et j'aimerais donc savoir, Louise, ce que vous en pensez puisque l'intervenante parlait de l'aspect social et culturel des aliments. Oui, c'est vrai, nous parlons des aliments et nous l'abordons sous l'angle technique. Mais quand on cuisine les aliments, quand on les mange, on ne songe pas forcément à ces aspects-là. Alors, vous avez parlé du mouvement des paysans. Je ne suis pas certaine qu'on en ait parlé dans le film suffisamment, mais on ne diversifie pas suffisamment ce que nous mangeons. Nous ne faisons pousser qu'une fraction de tout ce que nous pourrions faire pousser sur notre planète. Dans des communautés telles que la mienne, nous avons toute une série de différents aliments autochtones que l'on voit rarement. Il faut donc diversifier nos régimes, être plus régionaux, plus conscients du régime qui nous appartient, qui appartient à la zone dans laquelle nous vivons. La pandémie nous a montré cela. On a perdu l'accès à une grande partie des aliments auxquels on avait accès auparavant. Donc, la façon dont nous faisons pousser nos aliments et le fait que nous ne diversifions pas suffisamment les aliments que nous mangeons a un impact sur notre santé. Peut-être que si nous mangions en respectant les saisons et les régions dans lesquelles nous vivons, en respectant les communautés et notre relation avec la nature, eh bien, ce serait bénéfique pour nous. Et pourtant, nous n'y réfléchissons pas. On nous a conditionnés en quelque sorte dans le sens où nous mangeons ce qui est cool, entre guillemets. Moi, dans mon travail, je suis responsable de la diversification de ce qu'ont les gens sur leurs assiettes, ce qu'on voit dans les médias, veiller à ce que ce soit local et bon pour la planète. Dans les Philippines, on utilise par exemple la patate douce ou des plantes aromatiques que les gens ne connaissaient pas ou les gens pensaient que c'était des mauvaises herbes. Donc, changer les aliments qui sont à disposition dans les restaurants en faisant croire aux gens que ce sont des aliments à la mode. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Quelqu'un au fond, je crois? Je ne vois pas. Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? Merci. J'ai une question. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de paradoxe. D'un côté, il y a
les gens qui vivent de plus en plus dans les zones urbaines, ce qui nous apporte tout un ensemble de problèmes que vous avez évoqués. Et pourtant, dans nos plans, nous essayons de densifier les villes pour limiter la perte de biodiversité causée par une urbanisation rampante. Georges, j'imagine que cette question s'adressait à vous. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, tout à fait, je l'ai entendu. Merci. Nous devons éviter l'agrandissement des villes qui est mauvaise pour les villes, mais aussi pour les régions rurales. On utilise des terres qui est utilisées pour les exploitations agricoles et aussi pour la nature, et on les convertit en béton. Et pourtant, ce problème est relativement limité par rapport à d'autres types d'utilisation des terres. Les villes, les grandes villes, les villages, les aéroports et tout le reste. Eh bien, dans l'ensemble, c'est 1% de la surface de la planète. C'est trop. Il faudrait que ce soit 0,7%. Les exploitations agricoles, parmi ça, c'est 38%, et ces terres agricoles produisent très peu d'aliments. Et là, ça s'appelle l'étalement agricole. Si nous voulons soutenir les habitats et les restaurer, nous devons les réhabiliter. Nous devons nous intéresser avant tout à l'étalement urbain parce que c'est l'élément le plus important du problème, ce qui signifie essentiellement devenir végétarien. On ne peut pas nourrir la population mondiale en se servant de produits d'origine animale et de viande. Mais ce qui est pire que l'élevage, c'est l'utilisation de terres, de plus en plus de terres pour l'élevage, ce qui a un impact négatif sur la biodiversité, mais aussi sur le carbone. Les zones naturelles ont sont bien meilleures que les terres agricoles qui les remplacent. C'est la raison pour laquelle je suis en faveur de ces nouvelles technologies et ces nouvelles protéines, puisque l'empreinte sous tous ces aspects serait diminuée. Aujourd'hui, les gens disent mais faire pousser les microbes, mais c'est absolument dégoûtant, mais c'est horrible. Et en fait, c'est bien moins horrible du point de vue de la planète, du bien-être et de tout le reste. C'est beaucoup moins horrible que de produire des animaux, à savoir ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, si vous voulez éviter l'étalement, la meilleure chose à faire, c'est de passer à un régime essentiellement végétal. Une toute dernière question. On ne peut pas parler de consolidation dans les systèmes alimentaires sans parler de semences et du commerce des semences. Les entreprises qui travaillent dans ce domaine sont des entreprises privées. Comment combattre cette privatisation alors que l'OMPI, qui est basé ici, soutient la démarche, tout comme les accords de libre-échange, et je songe là à l'OMC. Oui, alors certaines de ces entreprises ont leur siège ici à Genève. Tout à fait, c'est un impératif important du point de vue de la protection du climat aussi. C'est un argument que nous avançons régulièrement.
la capacité à choisir et la science qui nous permet de savoir quelles semences utiliser en cas de sécheresse, que faire, quelles solutions de rechange utiliser. Tout cela doit se faire beaucoup plus près des agriculteurs. Ça ne peut pas être centralisé au niveau de multinationales qui sont éloignées des besoins et pas informées des besoins des agriculteurs. Tout cela doit changer, mais nous avons les gouvernements et le pouvoir, le déséquilibre du pouvoir. Ils ont pu influencer la réglementation et notamment dans des contextes où certaines cultures étaient endémiques. Et là aussi, les OGM sont arrivés et très rapidement, c'est le marché qui a pris le dessus. Nous sommes en train de perdre toute la diversité des cultures et c'est la ressource la plus importante dont nous aurons besoin à l'avenir. C'est alarmant, mais encore une fois, cette consolidation, cette concentration rend tout changement très difficile. La science nous montre très clairement que nous avons besoin de systèmes agricoles diversifiés, adaptables, avec la capacité de s'adapter au local, mais la réalité en est bien éloignée. Vous aviez quelque chose à ajouter? Pas exactement sur cette question, quelque chose de plus large. Je pense qu'on n'est pas suffisamment ambitieux pour ce qui s'agit des systèmes alimentaires. Nous envisageons l'agriculture et le développement comme étant distincts. La question n'est pas de savoir si on a plus d'agriculture ou plus de villes. Est-ce qu'on peut mélanger les deux quelque part? Moi, ce que j'aimerais un jour créer dans ma ville, c'est une sorte d'agropolis, d'intégrer l'agriculture dans la ville et de faire pousser les récoltes locales de saison qui soient ainsi plus accessibles et plus pratiques parce qu'on est devenu une société de commodité. On cherche ce qui est pratique finalement. L'agriculture n'a pas besoin d'être en monoculture. On peut avoir une ville au milieu d'une agroforêt. On n'a pas besoin de faire pousser des choses pour les supermarchés. On peut aussi envisager des espaces verts où on fait pousser des choses, des plantes qui sont comestibles. On peut envisager quelque chose qui soit même de l'architecture comestible. Je pense qu'on n'est vraiment pas assez ambitieux et c'est un problème. Il faut qu'on soit un peu plus utopiste et que l'on y pense dans notre quotidien. Est-ce qu'on peut vraiment mettre la nourriture au cœur de la réinvention de nos modes de vie? Je pense que c'est une très bonne question et une très belle conclusion. Merci Robin, merci George. Et merci Louise et merci à vous tous d'être venus ce soir.